Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce décryptage d'Acuité TV au CINMO 2015. Pour ce débat, nous allons aborder ensemble l'avenir de la filière de santé visuelle. Le sujet est plus que d'actualité puisque le Sénat examinera ce soir ou demain les différents articles du projet de loi santé qui concernent les opticiens mais aussi les ophtalmologistes et les orthoptistes. Depuis longtemps, on attend que des accords soient conclus et soient trouvés entre les différentes parties. Il semble que ce soit désormais le cas. Pour tout vous expliquer et pour nous en parler, j'accueille sur ce plateau Catherine Delaboulé. Bonjour, donc vous êtes présidente de l'Union des opticiens. Bonjour. Avec nous également Yannick Dian, président de l'Association des optométristes de France. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Gerbel, qui est président de la Fédération nationale des opticiens de France. Bonjour. Également Laurent Milstein, président du syndicat national autonome des orthoptistes. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Roméas, président du syndicat des opticiens entrepreneurs. Bonjour. Bonjour les filles. Nous avons également avec nous par Skype le docteur Jean-Bernard Rottier, vice-président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'être réunis autour de cette table, que ce soit physiquement ou virtuellement. Je vais vous demander d'être concis dans vos réponses puisque nous n'avons pas beaucoup de temps pour aborder un tas de questions très importantes. Donc nous allons commencer par faire un petit tour de table en fait pour connaître quel a été votre ressenti aux propositions de l'Inspection générale des affaires sociales. Madame Delaboulé, est-ce que vous voulez commencer s'il vous plaît ? Oui, eh bien écoutez, l'UDO a clairement salué ce rapport qui a montré ou démontré une avancée puisque la filière a déjà accepté certains points de consensus. Donc nous avons salué la remise en cause de nouvelles compétences pour les opticiens, ce qui est un combat historique de l'UDO. L'exercice de la profession revalorisé après un bac plus 3 dans le système LMD nous semble est un combat, est quelque chose que nous avions demandé lors de ce rapport. Oui, absolument. Et nous restons dans l'attente des décrets confirmant le traitement des cas de force majeure et des cas de perte pour les personnes qui n'ont pas d'ordonnance médicale. On va revenir sur les différentes mesures dans le détail. Oui. Donc nous restons vraiment vigilants sur ce point-là qui a été annoncé dans le projet d'amendement déposé par le gouvernement. Docteur Rottier, pour les ophtalmologistes, il me semble également que vous avez largement salué les conclusions de l'IGAS. Alors j'ai salué effectivement, il y a deux rapports en fait, deux parties pardon dans ce rapport IGAS. Il y a le rapport lui-même qui est vraiment très intéressant et qui je crois reprend beaucoup des discussions qu'elle a eues avec les différents acteurs. Et puis les recommandations qui sont plus discutables, c'est un catalogue à mon avis qui est un peu fourre-tout. On ne sent pas de grandes lignes directrices, on ne sent pas de grande politique de santé visuelle derrière, mais peut-être que c'était pas l'exercice demandé. Donc maintenant, c'est au ministère de la Santé de mettre tout ça en ordre pour faire une vraie politique de santé visuelle dans ce pays. Monsieur Gerbel, pour l'AFNOF, c'est bien. Vous êtes content? Oui, enfin, je me suis déjà expliqué longuement. Je trouve que c'est un bon rapport. Le gros avantage, c'est que on a maintenant défini un périmètre et puis il faudra habiter ce périmètre, il faudra faire des propositions, il faudra aller vers les uns et les autres et qu'on renvoie à beaucoup de décrets. Il y a beaucoup de choses qui vont faire partie du réglementaire et donc on renvoie à la négociation. La grande sagesse de Dominique Voynet, c'est d'avoir renvoyé à la négociation. Moi, je trouve que c'est très bien. Je suis un peu de l'avis de Jean-Bernard. J'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus structuré et puis surtout, j'aurais voulu avoir un calendrier et des délais compte tenu de l'urgence et de la nécessité de structurer cette filière. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse le plus les opticiens. Je pense que c'est le fait que les réseaux de professionnels de santé sont en train de connaître une grande mutation et beaucoup de changements. On a vu avec carte blanche. Et je pense qu'ils ont été très surpris de voir que sur le CINMO,
les syndicats n'ont pas eu à s'exprimer sur cette mutation. Voilà. C'est effectivement un autre sujet. Nous avons choisi d'aborder d'autres préoccupations. Monsieur Milstein, est-ce que vous considérez que les orthoptistes ont été entendus par l'IGAS ? Eh bien, écoutez, à la suite de la publication du rapport IGAS, nous avons, et j'ai communiqué sur un contentement de la profession, puisque de manière quasi historique, Dominique Voynet a su dresser tout à fait, dans sa première partie de rapport, a su dresser totalement la vérité du terrain actuel. C'est-à-dire que le système tourne autour d'une bonne volonté de la part de tout le monde, bien entendu, mais de la part des orthoptistes, de participer à la fluidification des files d'attente dans les cabinets d'ophtalmologistes, avec, malheureusement, en corollaire, pas toujours la reconnaissance qui s'ensuit, ni la reconnaissance de l'efficacité, ni la reconnaissance financière. Et ça sera à mettre effectivement en musique par rapport à ce que Madame Dominique Voynet a écrit sur le bien fondé et sur la qualité qu'apportent les orthoptistes à cette modification de la filière visuelle. Nous attendons effectivement que ce rapport ne reste pas qu'un rapport, mais soit mis en musique par le cabinet ministériel, afin d'enfin pouvoir aller au-delà de ce qui existe actuellement, parce que malheureusement, on a un petit peu quand même le sentiment que ça n'en est qu'à pointer une photo de ce qui existe et ne participe pas trop à une anticipation sur l'avenir de la filière. Monsieur Roméas, quelle a été la réaction du SINOP ? Bonjour à tous. La réaction du SINOP, je crois que vous la connaissez. Nous avons fait des communiqués de presse à ce titre-là. Nous avons souhaité mettre en avant en premier lieu le travail très intéressant qui a été fait par Madame Dominique Voynet, qui a au moins le mérite d'avoir posé plein de questions. Comme l'a dit Alain ou comme l'ont dit Jean-Bernard, je pense qu'on n'a peut-être pas encore été assez loin. On renvoie beaucoup de choses à des décrets. Il va falloir maintenant rentrer dans une négociation. Beaucoup de travail à venir. Oui. Et il y a beaucoup de travail à venir pour formaliser ces décrets. Mais ce que je retiendrai dans le rapport, dans ce que a écrit Madame Voynet, c'est qu'elle dit très clairement qu'il faut lever, que cela prendra du temps, mais qu'il faut lever toutes les peurs, toutes les appréhensions que nous avons tous les uns entre les autres. Moi, j'ai beaucoup apprécié le langage assez direct de Madame Voynet, et ce qui va permettre, je pense, aujourd'hui, qu'on se rapproche tous et qu'on travaille un petit peu plus de concert. Et à ce propos, je veux faire une petite précision supplémentaire qui sort du débat. Je vous en prie. Pour éclairer vos aquinotes qui regarderont cette vidéo, qui s'apercevront très bien qu'Alain Gerbel et moi, nous avons des verres de bière devant nous. Oui, ça pose une question. Donc ça pose une question, donc je vais apporter la réponse tout de suite à cette question. Hier, dans les allées du Silmo, nous nous sommes croisés à plusieurs reprises avec Alain. On a eu de nombreuses discussions. Et puis, il n'y avait pas forcément une grande motivation pour participer à ce plateau télé. Pour les remarques qu'a déjà fait Alain, c'est que quand on parle de la profession, quand on parle des complémentaires santé, les syndicats ont été exclus de ce débat-là. Donc Alain me disait, je ne sais pas si j'y vais. Je dis, si Alain, il faut que tu viennes, il faut qu'on montre que la profession participe, est active, il faut se motiver. Et je lui ai dit, si tu viens, tu t'assois à côté de moi et je te promets, on boit une bière devant les caméras. Voilà, donc moi j'ai tenu mes engagements, donc je sais qu'Alain maintenant va tenir les siens et que dans l'avenir on va travailler de concert comme on l'a déjà fait en 2007. Ça promet plein de belles choses, bravo à tous les deux. Non, il ne faut pas, ça promet rien du tout, ça promet simplement que... C'est déjà un bon premier pas de franchir. Quand on discute, si on est un peu réputés tous les deux pour s'envoyer quelques vannes, mais quand il s'agit de défendre la profession, on est là et on va y aller ensemble. C'est très bien. Ça veut simplement dire qu'on a trouvé un tonneau de bière. Comment ? Simplement, c'est qu'on a trouvé un tonneau de bière. Et pas très loin. Super. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Commençons tout d'abord par parler plus concrètement des mesures qui vont être votées débattues en tout cas en séance publique par le Sénat, notamment au niveau du travail aidé. Docteur Autier, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il va s'agir ? Alors, je n'ai pas vu d'amendement sur le travail aidé explicitement. Le travail aidé... Ça a été annoncé par le ministère de la Santé. Oui, c'est dans l'explication du PLFSS. Il y a un article qui dit qu'il faut aider les ophtalmos secteur 1 à moderniser leur exercice. Ça, c'était notre demande fondamentale depuis longtemps parce qu'on est persuadé que l'accès aux soins
passe par les ophtalmos. Les soins, c'est les ophtalmos. Donc, les deux autres professions qui nous entourent, elles peuvent faire des choses, elles peuvent à cette occasion modifier leur mode de fonctionnement, mais fondamentalement, la difficulté, c'est l'accès à l'ophtalmo. Donc il faut absolument promouvoir le travail aidé, et notamment dans la moitié de notre population qui est en secteur 1, donc en tarif opposable. Et ça, c'est la chose qui nous intéresse, nous, fondamentalement. Donc, travail aidé avec les orthoptistes. Monsieur Milstein, je crois que vous êtes notamment félicité donc, de l'évolution positive de la démographie et des revenus des orthoptistes. J'ai pas dû me féliciter du revenu des orthoptistes, malheureusement. Non, mais j'aurais bien aimé. Ce qui a été J'aurais bien aimé. Entendu par le ministère, en tout cas. Oui, la démographie, bien entendu. La démographie, de par notre travail de réingénierie de la formation, qui n'a pas abouti pour l'instant à un degré LMD, parce que le ministère est en attente. Bien entendu, le nombre d'orthoptistes formés va aller de manière croissante, non seulement pour le travail aidé, et ça je le dis, et je le dis si Jean-Bernard m'entend, non seulement pour le travail aidé, mais pas que pour le travail aidé. Il n'y a pas que le travail aidé dans le rôle des orthoptistes, il y a aussi toute la prise en charge de rééducation et de réadaptation qui va être de plus en plus présente aussi avec le vieillissement de la population, avec le développement des pathologies chroniques, avec le fait que les personnes doivent rester à domicile. Nous n'aurons pas qu'un rôle d'aide à la consultation. Bien sûr, l'aide à la consultation, c'est important. Certains de nos collègues ont choisi ce mode d'exercice et nous les en félicitons, mais ce n'est pas l'exclusivité du travail des orthoptistes. En tout cas, je ne veux pas réduire la profession d'orthoptiste à uniquement cette aide à la consultation. Très bien. Donc, il y a également un autre amendement qui a été dessiné par le gouvernement et qui va être examiné en séance publique au Sénat. Donc, il concerne plus particulièrement les opticiens et notamment la prescription de l'ordonnance qui pourrait être étendue au-delà de 3 ans en fonction de l'âge et de l'état du patient. Docteur Rottier, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment pourrait se dessiner cette mesure ? Alors oui, c'est une question intéressante. Alors c'est pas tout à fait pour être étendu au-delà de 3 ans. C'est-à-dire que quand en 2007, on a discuté de la durée de validité des ordonnances, le conseiller de l'époque avait dit on va faire quelque chose de simple et on va mettre à 3 ans. Lorsqu'on va discuter de la variation de la durée d'ordonnance, on va prendre en compte des tranches d'âge, en sachant que, disons, entre 20 et 40 ans, il y a moins de risques de passer à côté de pathologies, encore que le risque zéro n'existe pas, comme le prouvent les protocoles Pays de Loire, que quand on est au-dessus de 65 ans. Donc, quand on va rediscuter de la durée de validité de l'ordonnance, on va probablement augmenter cette durée dans les âges inférieurs et la réduire dans les âges supérieurs. Ça pourrait aller jusqu'à 5 ans pour certaines tranches d'âge. On verra. Et donc le réduire pour d'autres. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de faire des durées de validité d'ordonnance quand on a 65 ans, de les mettre à 5 ans. Ça n'a strictement aucun sens médical. Donc au-delà de 65, au-delà de 68, 70, ça sera forcément réduit à 2 ans. Hein, ça va être le sujet de la discussion, mais il ne faut pas rêver à une grande dérégulation. Qu'en pensent nos syndicats d'opticiens, Monsieur Gerbel ? J'ai 2 micros à ma disposition. Peut-être que si j'en mets les 2 à la fois, je vais être en stéréo. Mais non, Jean-Bernard a raison. Il faut moduler la durée de validité. Quand on a fait les décrets en 2007, on était parti sur une durée qui correspondait à peu de choses près au renouvellement, puisqu'on avait un renouvellement qui était autour de 39 mois. Et avec la durée à 3 ans, on est tombé sur un renouvellement aujourd'hui qui est à 34 mois. Heureusement qu'on a fait ça, parce que vous voyez que ça fait quelques milliers d'ordonnances que les opticiens ont délivrées sans qu'il y ait une épidémie, sans qu'il y ait un problème majeur de santé publique. Et ça a quand même soutenu un peu notre activité. Demain, on verra comment on modulera, mais c'est en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire l'âge et les pathologies. Donc il faut un peu regarder justement quelles seraient les populations qu'on pourrait suivre avec les orthoptistes de manière un peu plus régulière. Et surtout l'objectif de Madame Voynet, c'était comment diviser les files d'attente devant les cabinets d'ophtalmologie
de 50%. Bon. Donc aujourd'hui, on est toujours dans une problématique d'accès à la consultation. Oui. Donc si on passe par un système organisé avec une tour de contrôle, et donc tout le monde doit passer par là, on ne va pas élargir cela. Maintenant, il faut que les professionnels orthoptistes, opticiens, soient aussi capables de faire des propositions qui soient acceptables par les ophtalmologistes et qui soient acceptables aussi par les pouvoirs publics. Ce n'est pas aujourd'hui tellement à la filière de dire ce qui pourrait être acceptable ou pas, c'est aux patients de nous dire ce qui est acceptable ou pas. Et puis là, quand on parle de durée de validité, on se trompe un peu parce que on mélange tout. On mélange la durée de validité de l'ordonnance, on mélange la durée de renouvellement. La durée pendant laquelle l'opticien peut renouveler. On mélange beaucoup de choses. On mélange beaucoup de choses. L'avantage de l'amendement déposé par le gouvernement, que nous avons soutenu, c'est de renvoyer à la négociation sans filet. Parce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus le 3 ans. Donc, c'est sans filet. Et là, on verra bien quelles sont les arrière-pensées des uns et des autres. Et si arrière-pensée il y a, parce que peut-être que tout le monde est d'accord pour discuter. À ce moment-là, on sera obligé de tenir compte de ce délai devant les cabinets d'ophtalmologie qui devient inacceptable. Et donc, je pense que ce n'est pas nous qui allons fixer les lignes. Je pense que c'est la population. Les patients. Voilà. Monsieur Roméas, est-ce que vous êtes en accord avec les propos de Monsieur Gerbel ? Je suis en accord avec les propos d'Alain Gerbel. Je vous l'avais dit, on va construire pour la profession. Donc je tiens moi beaucoup à insister, il l'a dit, mais je le renouvelle, qu'on parle bien du délai pendant lequel on l'opticien peut renouveler voire modifier une correction, et qu'on ne parle pas d'un délai de validité. Il faut surtout bien expliquer ça aux opticiens qui malheureusement ont un petit peu de mal à comprendre et à distinguer les deux choses. Il y a un raccourci qui a été fait entre les deux. Voilà, on parle. Le délai de validité, c'est pas du tout ça. C'est le délai pendant lequel l'ordonnance a une valeur lorsqu'on la présente à sa CEPAM. Mais je pense, comme l'a dit Alain Gerbel, que tout ça, ça va être dans un décret, que maintenant il faut qu'on rentre dans cette négociation. Je crois pouvoir dire, je ne sais pas si Jean-Bernard nous voit, nous on ne le voit plus, là. Enfin en tout cas il nous entend. Oui. On a déjà eu une part de cette négociation en 2007. On est arrivé à quelque chose qui est certainement perfectible. Donc maintenant, avec une prise de conscience de part et d'autre des difficultés que cela engendre et de ce qu'on crée comme problème à nos concitoyens, parce que c'est là la vraie difficulté. S'il n'y avait pas de difficulté d'accès au cabinet d'ophtalmologiste, on ne serait pas en train d'en parler. Tout serait merveilleux dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du besoin de services que l'on a à rendre. On est là pour défendre la santé visuelle, la filière de santé visuelle, et il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on sorte de nos guerres ancestrales et qu'on arrive à construire quelque chose qui sera, on en est tous d'accord et on s'est tous prononcés là-dessus, modulé en fonction de l'âge, ce qui est d'une logique implacable et qui est tout à fait compréhensible. Mais ça, c'est pas nouveau, puisqu'on en parlait déjà, même bien avant que Jean-Bernard soit président du SNOF. Donc maintenant, réunissons-nous, échangeons, construisons, et en espérant que nous parviendrons avec le ministère à un travail de fond intéressant et qu'on arrivera à permettre aux Français d'accéder à la santé visuelle dans des conditions tout à fait raisonnables. Madame de la Boulay, je vous donne la parole et nous reviendrons ensuite sur le docteur Autier qui souhaiterait réagir. Oui, effectivement, moi je vais acquiescer bien évidemment sur le souci d'abord et surtout, ne l'oublions pas, de faciliter l'accès aux soins oculaires des Français. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est inacceptable d'avoir une moyenne de 111 jours. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'ensemble et dans une filière effectivement apaisée, nous trouvions des solutions. Et par rapport à cette modulation, du coup... Moi, je rappellerai juste une chose. Nous avons aujourd'hui 3 facteurs principaux qui risquent d'augmenter les délais. Le vieillissement de la population. De plus en plus de gens ont besoin de consulter des ophtalmologistes. Et nous ne devons pas laisser aujourd'hui des Français risquer au niveau de la santé visuelle, de la sécurité visuelle, conduire, travailler sans bien voir parce qu'ils ont cassé, perdu des lunettes et qu'ils n'ont pas accès à un ophtalmologiste de façon facile et fluide. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre le problème dans toute sa dimension
trouver des solutions ensemble, de façon à ce que nous rendions vraiment ce service aux Français. Moi, je vais dire juste une chose. Aujourd'hui, il est reconnu que vous avez, chaque Français, vous, Leslie, nous tous, nous avons accès à un opticien à moins de 20 km de notre domicile ou de notre travail. Donc aujourd'hui, c'est facile de rencontrer un opticien, d'obtenir une aide. Formons mieux nos opticiens, travaillons en bonne entente avec les médecins qui les suivent, de façon bien évidemment à, je dirais, gérer le cas d'urgence en bonne entente et continuons en ce sens. Docteur Rottier, vous souhaitez réagir à la réaction de nos opticiens? Oui, c'est pas facile de réagir à distance comme ça, mais je vous remercie de me redonner la parole. Ne vous leurrez pas, il faut certainement améliorer la durée de vie d'ordonnance, et la capacité de renouvellement des opticiens, et leur possibilité à faire face aux situations d'urgence, mais cela ne diminuera en rien les délais. Et la deuxième chose, c'est que quand vous dites, c'est aux patients de le dire, c'est justement le gros problème de la délégation. Aujourd'hui, les patients, ils veulent voir l'ophtalmo. Et c'est justement à l'ophtalmo de dire, écoutez, pour ce que vous avez, vous pouvez tout à fait aller voir soit l'orthoptiste, soit l'opticien. Et le moteur de la délégation, ce qui sera le plus pertinent, le plus efficace, en fait, pour mettre en place ces délégations, c'est la volonté de l'ophtalmo de basculer vers les deux autres professions, des patients qui ne relèvent pas de son ressort. Donc on va avancer parce qu'il y a également d'autres mesures qui pourront aider à réduire les délais d'attente, enfin en tout cas à faciliter l'accès des porteurs aux soins de santé visuelle, notamment l'obligation d'ordonnance pour la délivrance des verres correcteurs a divisé un petit peu la filière. Dans son amendement, le gouvernement prévoit une dérogation pour certains cas. Monsieur Roméas, est-ce que c'est nécessaire selon vous? La dérogation ? Oui. Je pense que oui. On est quand même obligé de tenir compte de la vie mouvementée des Français aujourd'hui. Il faut absolument prévoir un certain nombre de possibilités, parce qu'on ne peut pas se permettre, lorsque quelqu'un qui a une forte myopie et qui a cassé ses lunettes, de lui dire il faut attendre 6, 7, 8 mois pour pouvoir les renouveler. Donc il y a forcément quelques cas de figure. Certains vont dire pour les étrangers, pour les urgences, etc., où il faut prévoir ces dérogations-là. On ne remet pas en cause la nécessité d'une l'obligation prescription médicale. Hein. On l'a plutôt défendu et on pense que si on veut vraiment développer une filière de santé visuelle digne de ce nom, l'ophtalmo reste pour nous le gatekeeper de cette filière. Mais malgré tout, il faut prévoir certains cas de figure et je pense que Jean-Bernard en sera d'accord. Il y a quelques cas particuliers qu'il faut solutionner. Madame de la Boulay, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'est ce que réclamait l'UDO. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas voir arriver les arrêtés sont parus ce matin des zones de touristes internationales, des ouvertures de magasins supplémentaires et dire aux étrangers, écoutez, on est désolé, mais passez, on ne peut pas vous dépanner, on ne pourra pas vous vendre un équipement. Parce que je crois que si nous n'avons pas eu immédiatement, j'entends aujourd'hui, avec beaucoup de raisons, mes confrères se positionner de la même façon sur ces cas de force majeure, ce qui a mis peut-être un peu de temps à venir dans la filière, c'est que les opticiens n'avaient pas compris. Je pense qu'ils n'avaient pas compris l'enjeu. Je rappelle que depuis 70 ans, les opticiens peuvent vendre un équipement sans ordonnance. Et il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a eu aucun souci visuel constaté. Et le gouvernement a légiféré. Voilà, donc je pense que ce point est extrêmement, extrêmement important. Et j'ajouterais que nous sommes, nous aussi, l'UDO, extrêmement vigilants sur comment dirais-je, le rôle de l'ophtalmologiste. Et nous en voulons pour meilleure preuve que l'ensemble de nos mandants ont fait certifier leur magasin dans la certification de service AFNOR. Et dans un engagement d'AFNOR, il est contrôlé que l'ophtalmologiste est systématiquement prévenu s'il y a une modification, un changement. Donc vraiment, cela va dans le bon sens. Monsieur Jabel, vous souhaitez prendre la parole? Oui, nous on a fait un communiqué de presse commun avec le SNOF et oui.
Donc Jean Bernard a participé à la rédaction de ce communiqué avec le conseil d'administration du SNOF et celui de la fédération. Nous avons été très clairs, l'obligation de prescription, et puis derrière, nous avions demandé une modulation. Cette modulation, nous l'avons demandée dans un communiqué commun. Ce communiqué était sur le bureau des conseillers de la ministre quand on a parlé de cela. Moi, je ne fais pas de commerce, je ne suis pas dans les zones touristiques, je ne suis pas sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai à m'occuper d'une profession de santé, pas d'une profession de commerçant. Si on l'avait fait déjà depuis le début, peut-être qu'on n'en serait pas là. Après, derrière, se posent beaucoup de problèmes sur cette modulation. Et la façon dont on va organiser donc ces dérogations. Mais je pense que c'est un tout. On ne peut pas vouloir revenir à une situation hantée uniquement pour améliorer les tiroirs caisses de certains magasins succursalistes. La profession n'est pas ça. C'est pas ce qu'elle représente aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque part l'insulter. Et ça suffit de M. Tripodi, qui est venu dans les maisons communes insulter en tant qu'invité. Et c'est pas au syndicat de professionnels de santé de continuer à considérer que l'opticien est un commerçant. Et donc, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et aujourd'hui, cette obligation de prescription, qui devra être arrangée, modulée, cette obligation de prescription, c'est un signe fort des pouvoirs publics et de nos confrères professionnels de santé, de nos amis ophtalmologistes, de nous considérer dans le domaine de la santé publique. Donc ça fait quand même quelques années, et quand je vois aujourd'hui certaines publicités télévision rappeler que c'est un dispositif médical, je pense qu'on est là quand même à la limite de galvauder l'image. Et ça suffit, et ce n'est pas la peine de galvauder l'image de la profession de l'intérieur. Donc oui, il fallait prendre une mesure. Oui, maintenant, il faut discuter et travailler. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous avons une enveloppe large dans laquelle le gouvernement nous dit avancez. On n'est pas dans un truc précis, chirurgical, où on vous dit vous allez faire ça et vous allez faire cet acte et vous allez donner une réponse pour ça. On est en train de nous dire, ophtalmo, orthoptiste, opticien, vous êtes de grands garçons, de grandes filles. Vous avez montré que vous étiez d'accord et qu'il y avait une locomotive qui était une union entre plusieurs syndicats. Et bien maintenant, mettez-vous au travail. Je ne veux plus entendre parler, moi, de cette démarche commerciale. Ça commence à devenir outrageant et outrancier. On a bien compris. Docteur Rottier, est-ce que vous souhaitiez réagir? Ah ouais, je souhaite réagir. C'est un dossier très intéressant. Depuis 2 ans, on vit le sketch opticien là dans toute son ampleur, c'est-à-dire des forces divergentes à l'intérieur du milieu opticien, avec notamment aujourd'hui Madame Delaboulet avec des accents pathétiques sur la filière visuelle qui soutient un amendement qui va être présenté ce soir au Sénat qui vise à supprimer l'ordonnance au-dessus de 16 ans. Alors arrêtez la langue de bois. Il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Alain Gerbel. Mais cet amendement a très peu de chances d'être voté. Non, mais il n'y a pas de question de chance, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent contre la construction d'une filière visuelle médicalisée. Et il y a des gens qui travaillent avec. Donc moi, je suis complètement en accord avec Alain Gerbel. Il y a des magasins qui sont soutenus par des fonds d'investissement qui n'en ont rien à faire de la santé visuelle en France, parce que c'est leur nature d'être comme ça. Et Catherine Delaboulet peut nous raconter tout ce qu'elle veut sur la santé visuelle. Elle travaille contre la santé visuelle aujourd'hui. Donc nous, moi je regarde ça de l'extérieur. Si vous voulez, pendant 2 ans, on a été enquiquinés avec cette volonté de mettre en route l'ordonnance obligatoire, alors que nous, on l'avait même pas demandé parce que ça marchait très bien avant. Maintenant, on nous l'a imposé, après on veut nous l'enlever. Alors là, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Madame Estrosi-Sassone et l'analyse de Catherine Delaboulet. C'est-à-dire que d'enlever une obligation d'ordonnance alors qu'elle a été imposée, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que l'État dit que l'ordonnance n'est plus du tout nécessaire et ça dérégule complètement le système. Donc arrêtons de l'hypocrisie de dire que c'est comme avant, c'est plus comme avant. Donc revenons sur des fondamentaux. Oui. Si on souhaite que les opticiens jouent un rôle plus important dans la filière, et on le souhaite probablement tous, ça passe par la formation. Aujourd'hui, la formation n'est pas là. Donc je pense que ça va être des questions que vous allez poser ensuite. On va parler de la formation. Mais la formation, c'est un point très important. Tant que l'opticien n'est pas à niveau, il ne peut pas prétendre gérer un patient lambda comme ça et savoir quand il doit l'envoyer à l'ophtalmo ou pas.
Madame de la Boulay, on va parler de la formation. Je vais vous laisser prendre la parole 2 minutes pour répondre au docteur Rotier. Oui, je crois qu'une fois encore, il y a des amalgames. C'est vous qui soutenez l'amendement. Je vais juste, cher docteur, rappeler une chose. Simplement, c'est que les mandants de l'UDO, tous nos opticiens, ont quasiment plus de 60% d'opticiens diplômés, formés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats que nous pouvons avoir à gauche, à droite, dans certains réseaux ouverts où, en général, nos mandants répondent. Donc, vous laissez dire que dans les magasins que je représente au niveau de l'UDO, la qualité n'est pas au rendez-vous, que ce ne sont pas des opticiens, conscients du métier, qui se forment, qui depuis, je crois que l'UDO existe depuis les années 30. Depuis les années 30, nous avons un seul combat, c'est mieux former nos opticiens, qu'ils puissent exercer au niveau de la licence. Parlons de la formation, justement. Je pense que je ne peux pas vous laisser dire. Voilà. Avançons. On a compris que ce point suscite encore des désaccords à certains niveaux entre vous, on le voit très bien. Parlons d'un point qui vous réunit, celui de la formation des opticiens. Le rapport de l'IGAS dit, je cite, qu'il faut mettre de l'ordre dans l'offre surabondante et inégale de la formation au BTS-OL. Qu'est-ce que ça signifie? Qui veut nous répondre? C'est la colle, hein. Mettre de l'ordre dans l'offre surabondante et inégale de formation au BTS-OL. C'est demander à Catherine de la Boulay ce que c'est qu'un opticalien, par exemple. Rentrons pas dans... Non, mais il faut mettre de l'ordre. Mais tiens, Christian, vas-y. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire réguler les écoles, mettre un numerus clausus? Si juste on m'attaque, je vais juste me permettre de dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore une fois laisser dire que parce que des groupes intégrés, et j'en suis fière, des groupes où il y a 95% des magasins avec des salles de contrôle visuel équipées avec des colonnes de réfraction, des autoréfracteurs, je ne peux pas laisser dire, et des opticiens diplômés ayant suivi des formations soit sous forme de licence, soit des formations internes, puisque vous y faites allusion, sont dommageables pour les clients. Je ne peux pas le laisser dire. Excuse-moi, Christian, je te laisse la parole. Monsieur Roméas. Je peux m'exprimer un petit peu. Moi, Bien sûr. Je trouve que le débat tourne à une espèce de bagarre entre commerçants et professionnels de santé. Je pense que ce n'était pas le thème de cette table ronde. Ce que je voulais quand même dire, c'est que mon organisation, le SINOP, représente des opticiens qui sont, alors on nous accuse de tout, mais qui sont des opticiens indépendants, fédérés au sein d'enseignes. Donc nous avons une position très claire, je termine et après je passe à la formation, à savoir que nous devons tirer notre profession vers une vraie profession de santé. C'est très clair, et c'était en réponse un petit peu à ce qu'a dit Jean-Bernard, mais qui ne m'a pas du tout agressé, mais je ne voudrais pas que le combat réside entre commerçants et professionnels de santé. Nous, on défend l'idée qu'on peut faire du commerce, puisque nous en faisons, nos enseignes font de la communication, et qu'on peut aussi être de bons professionnels de santé. Et pour répondre, parce que je vais essayer d'en profiter pour changer le sujet, pour vous aider. La formation. Pour répondre sur la formation, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas répondu, parce que c'est à l'unisson, qu'il y a beaucoup trop de centres de formation en France, ce qu'a fait remarquer Dominique Voynet. Et on souhaiterait, et j'espère que cela se mettra en place, qu'il y ait un quelconque mode de régulation, de création de ces centres de formation qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'exister. Quand on voit que certains centres arrivent à former 5 ou 6 élèves sur une année, c'est quand même totalement inadmissible. Donc on espère, oui, et je pense que c'est l'ensemble de la profession qui sera d'accord, mettre un peu d'ordre dans cette offre prolifique de formation. Monsieur Gerbel. Oui, alors moi je suis un opticien indépendant, donc je ne suis pas pour les mesures de régulation drastique ou pour légiférer sur tout. À un moment donné, la profession a créé une offre, des gens se sont engouffrés dans cette offre et des centres de formation se sont ouverts. On se retrouve avec très peu de centres de formation d'État, beaucoup de centres de formation privés et une certaine hétérogénéité au niveau des formations.
Et puis pendant tout ce temps-là, comme il fallait aller au plus vite et parer au plus pressé, on a oublié d'allonger les formations, on a oublié de parler de la profession. Si on rajoute une année, et si les pouvoirs publics nous disent, OK, les opticiens, on va vous mettre une année de formation de plus. Passer à 3 ans, intégré dans le système LMD. Leslie, c'est pas pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire autre chose, aller vers autre chose. Donc ça demande un débat de fond. Ça demande aujourd'hui de savoir ce qu'on veut faire de cette profession. Et j'étais très surpris de voir qu'un sénateur que je ne connais pas bien, reprend dans un de ses amendements que je n'ai pas soutenu, loin s'en faut, une définition métier qui est la définition de la fédération qui a été soumise aux opticiens le 15 juin dernier à notre congrès. Bon, définition perfectible peut-être, mais qui est un début. Et donc à partir de ce moment-là, il faut revenir, puisqu'on est en période rugbyistique, aux fondamentaux, comme disait l'ex-entraîneur de l'équipe de France de rugby. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'opticien demain. À quoi va-t-il servir? Qu'est-ce qu'il peut apporter au système de santé, à la filière de santé visuelle? Si c'est pour faire une année de plus, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, il faut parler de ça, parce qu'on n'est pas à l'année de plus. On est même jusqu'au master. On est dans une autre logique. Et il faut arrêter ce combat bébête de dire « moi je fais une certification » que je ne tiens pas du reste, parce que je tiens à rappeler que dans la certification AFNOR, les points 16 et suivants qui concernent la réfraction sont optionnels. C'est-à-dire que normalement, la plupart des magasins AFNOR n'ont pas le droit de faire de remboursement RI et RA parce qu'ils n'ont pas justement les espaces réservés à la réfraction qui sont isolés phoniquement et visuellement. Alors que dans d'autres certifications, si on n'a pas l'espace, on n'est pas certifié. Donc il faut arrêter ce double langage et aujourd'hui il faut parler métier. Christian Pi, président des opticiens mutualistes, a dit dans un article que j'ai vu sur votre site, dans un communiqué de presse, et si on parlait métier? Je crois que c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que demain fera l'opticien? Qu'est-ce que l'on veut qu'il fasse et où on veut qu'il aille? Donc on arrête aujourd'hui de faire des photographies du moment instant T, et de dire à l'instant T il est ça et demain il devra être ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Projetons-nous, donc une année déjà supplémentaire allongée à 3 ans. La licence, Monsieur Dian, c'est ce que vous réclamiez depuis longtemps, vous? Donc, bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation, malgré le peu de temps de parole qui m'est malheureusement accordé. Désolé. Le sujet est vaste et intéresse les optométristes, qui sont tous au départ opticiens, je tiens à le rappeler, pour leur grande majorité, bien que maintenant un certain nombre aient un double cursus avec l'orthopsie. Je confirme que la filière a vraiment besoin de réformer et de s'adapter, que beaucoup de questions sont lancées. Le rapport Voynet, comme il a été dit, est une bonne, on va dire, photographie du paysage actuel, mais il est très loin de donner une perspective et une construction de ce qui se sera fait dans les années à venir. Concernant la formation, il existe d'ores et déjà, donc, comme l'a rappelé Alain Gerbel, la licence et le master. Oui, il nous semble nécessaire d'évoluer, mais pour donner des compétences bien évidemment supplémentaires qui seront liées à un certain niveau de formation pour assurer la sécurité sanitaire. C'est la priorité absolue. L'objectif étant bien sûr de faciliter l'accès aux soins pour l'ensemble des Français. C'est quand même le point clé qui est rappelé en permanence sur les délais d'attente auprès des ophtalmologues. Je constate malgré tout qu'il y a des divisions dans les syndicats d'opticiens qui sont dommageables pour l'ensemble de la filière. Et je trouverais plutôt bien qu'on arrive à les apaiser tous ensemble, car on a tous à y perdre. On n'a rien à gagner à être dans la division absolue en permanence. Concernant l'évolution des diplômés, il a été évidemment noté que la population a explosé en quelques années et se poursuit encore à l'heure actuelle, malheureusement. Les responsabilités sont partagées, tant auprès du ministère que des syndicats qui n'ont pas réussi à s'entendre au début des discussions pour faire évoluer la formation au niveau licence, ce qui du coup a retardé le projet. Il me semble nécessaire de réguler le nombre de diplômés par an pour éviter de la saturation actuelle, une explosion du nombre de magasins qui du coup se retrouvent dans une compétition exacerbée, sont prêts à signer, je serais presque à dire tout et n'importe quoi, en espérant s'assurer un minimum de réseau.
Donc j'espère bien qu'on arrivera à construire une filière visuelle qui sera efficace, efficiente, comme c'est le sujet au niveau de la vision qui a été abordé dans certaines conférences ici. J'espère bien qu'on arrivera à construire des passerelles entre les professions, comme c'est envisagé dans le rapport Voynet, entre les opticiens, les orthoptistes. Et j'espère aussi qu'on arrivera à une profession un petit peu plus évoluée, peut-être intermédiaire, comme c'est évoqué dans le rapport Voynet, sujet bien évidemment que l'on porte depuis des années. Docteur Rottier, le rapport Voynet précise également que cette troisième année devrait être moins commerciale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que cette troisième année de licence pourra se faire en fac de médecine, par exemple? Pour l'école, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je renvoie aux discussions là, qui viennent d'avoir lieu. C'est-à-dire que ça serait issu de la concertation. Et puis je crois que c'est Alain qui a encore parlé avec Bruce Saint-Gest en disant qu'est-ce qu'on veut faire de ce métier. C'est ça en fait le point de départ. Que veut-on faire de ce métier? Et derrière ça, quelle est la formation? Voilà, c'est ça l'ordre normal des choses. Donc oui, pourquoi pas en fac de médecine. Je ne suis pas du tout hostile à ça. Et je voudrais dire aussi sur le nombre d'opticiens formés, c'est la cause de tous les malheurs de l'optique. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas absorber chaque année ces 2000 jeunes qui arrivent sur le marché. C'est pour ça qu'il y a une course à la diversification. Mais c'est sans fin. Donc il faut absolument réguler les flux de rentrée. Enfin, je me permets de vous dire ça, car comme ça a été dit aussi, ça vous affaiblit vis-à-vis des mutuelles. C'est évident. Monsieur Milstein, comme le disait le monsieur Dian, le rapport Voynet envisage également un rapprochement entre les opticiens et les orthoptistes au niveau de la formation. C'est exact. Mais avant de vous répondre directement, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur la formation. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en formation d'opticien-lunetier. En revanche, je me réjouis d'entendre Jean-Bernard Rottier dire qu'il faut une évolution de la formation pour que les professionnels deviennent de meilleurs professionnels et acquièrent de meilleures compétences. Parce que nous qui sommes passés par le réingénierie de la formation, de notre formation, et elle le méritait puisque les textes étaient tellement anciens qu'ils dataient de plus de 50 ans. Vous êtes déjà passé au niveau licence? Alors non, nous sommes passés en réingénierie, nous ne sommes pas encore passés au niveau licence. Mais ça, c'est un point de détail. Un point de détail. Mais bon, quand on a bien entendu commencé à travailler sur la réingénierie de notre profession, il a fallu tout remettre à plat. Nos équipes qui ont travaillé sur ce dossier-là ont vraiment fait un travail énorme et nous pensions qu'il était largement temps d'aller au-delà de nos 3 ans d'études. Et quand j'entends Jean-Bernard dire qu'il faut aller jusqu'à quelque chose d'assez intéressant pour la filière visuelle, malheureusement, on ne nous a pas laissé dérouler l'ensemble de ce qui avait été discuté et on nous a cantonné à nos 3 ans d'études qui étaient déjà là depuis 1956. Donc j'entends bien qu'il faut aller, il faut faire développer les professions pour avoir de meilleures compétences et apporter le plus possible de choses à la filière visuelle, mais à ce moment-là, il faut pas brider, il ne faut pas demander à ce que soient bridés les travaux et il faut les laisser se dérouler de manière tout à fait normale jusqu'au bout. C'est le ministère qui a bridé, hein, ce sont pas les ophtalmos. Jean-Bernard, le ministère principalement, avec certaines demandes, mais on va pas rentrer dans une polémique. Pour soutenir Laurent, tu te rappelles, quand on a fait la réingénierie, tu m'avais demandé de participer à un comité de relecture. Et tu te rappelles aussi, Jean-Bernard, que je n'ai pas pu participer à ce comité de relecture. Donc je suis d'accord, évidemment, avec Laurent, il faut laisser les gens libres de leur avenir. Madame de la Boulay, je vous vois... Oui, moi je voudrais juste ajouter que fidèle à nos convictions, l'UDO, nous sommes pour travailler sur la qualité de la formation plutôt que automatiquement dire on va réduire de 15, 20, 30% le nombre d'écoles. C'est peut-être une bonne idée, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de quoi avons-nous besoin dans les magasins d'optique, d'opticiens compétents, formés sur le côté paramédical, c'est notre ADN, mais donnons-nous les moyens de mieux les former. C'est pour ça que nous voulons un an supplémentaire. Si vous le permettez, je vous remercie de bien écouter ce que je dis, Alain, et de vos remarques toujours pertinentes. Donc je pense que le fond est réellement de trouver un meilleur fonctionnement pour toute la filière visuelle. Et si nous améliorons la formation, et je crois que nous avons été entendus les uns et les autres par Madame Voynet
et je l'en remercie. Je crois que demain, il faut savoir, face à ces nouvelles compétences, ce que nous allons pouvoir exercer, parce que nous allons mieux nous former. Donc demain, eh bien, nous pourrons mieux utiliser nos nouvelles compétences. Donc c'est un vaste chantier, comme on l'entend. J'ai un autre point que j'aimerais soulever, qui a été noté dans le rapport de l'IGAS, qui dit « Le dépistage des amétropies et des autres pathologies de l'œil pourrait être mis en expérimentation par les opticiens ». Est-ce que ça pourrait aboutir et comment ? Est-ce que vous avez une idée de ce que peut envisager Madame Voynet est-ce que ça vient d'un de... Mais Leslie, je vais dire simplement une chose. Madame Voynet a fait un rapport et il serait un peu réducteur que de ne parler que la dernière page du rapport. Donc il n'y a pas que 30 propositions. Jean-Bernard, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un rapport en deux parties. Bon, il y a une partie qui a été une description à un moment donné de la filière et puis après des propositions en regard. Bon. Il faut y aller doucement, il faut évoluer, il faut travailler, et puis les choses se mettront en place au fur et à mesure. Il y a plein de textes et de lois. Il y a quelque chose qui fait plaisir aux ophtalmologistes qui s'appelle l'article 51, puisqu'ils sont en train de préparer un nouvel article 51, c'est-à-dire les coopérations entre professionnels de santé, issues de la loi de 2009 qu'on a appelée HPST, à laquelle nous avons donné notre soutien. Bon, nous avions même créé une structure, Jean-Bernard est au courant de tout ça. Aujourd'hui, on peut utiliser, habiter de nouveau ces textes qui existent. C'est pour ça que je vous ai dit en préalable, beaucoup des propositions de Mme Voynet relèvent du réglementaire, et parce que les textes existent déjà. Donc, le fait d'avoir une enveloppe large nous donne à nous une certaine mobilité, facilité de négociation. Pourquoi ? Parce qu'on a les outils. On n'attend pas nécessairement que des lois et que des textes. On n'attend pas certainement que le Parlement se prononce, puisqu'on a déjà une bonne partie des éléments à notre disposition par la voie réglementaire. Et donc, je pense que ça va obliger un peu les professions à se rencontrer et à discuter, parce qu'on a là la possibilité de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a ces coopérations qui peuvent être mises en place. En matière de formation, on n'a pas besoin de textes de loi pour mettre en place les formations. Il y a simplement à faire en sorte que deux ministères travaillent ensemble, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Il faudrait quand même qu'ils se coordonnent. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on n'avait plus de secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, donc on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir passer quelque chose très vite. Manque de peau, on nous en a ressorti un autre aussi vite. Mais bon, quand on voit aussi au niveau du ministère de la Santé que en 3 ans, on a connu, je ne sais pas, 6 ou 7 directeurs de cabinet et autant de conseillers qui se sont succédés. Bon, tout ça, ça ne donne pas trop envie d'avancer. Là, aujourd'hui, les professions ont à leur disposition un arsenal réglementaire disponible, que l'on peut saisir et avec lequel on peut avancer. Et donc, déjà, montrons que nous savons que nous pouvons utiliser cet arsenal, montrons que nous pouvons déjà mettre en place des choses. Bon, avec Laurent, ça fait des années qu'on parle de tronc commun de formation. Parce qu'on trouve que c'est idiot de former des gens avec 2 filières différentes, donc de faire des frais de tous les côtés. Il y a des endroits en France où déjà les orthoptistes sont formés par des ophtalmos, et il y a même des centres de formation aujourd'hui pour opticiens, où les formations sont dispensées par des orthoptistes. Et donc, il y a déjà des relations communes. Il y a un grand hôpital que connaît très bien Jean-Bernard, où les orthoptistes sont formés par des ophtalmos. Par des opticiens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il suffit simplement de laisser faire les bonnes volontés. Et bon, je veux bien que les syndicats se battent un peu pour leur précaré et se battent un peu pour montrer qu'ils existent. Mais là, on a un problème de santé visuelle. Là, on a vraiment un problème devant nous. Alors, les articles 51, bon, on peut en mettre en place. Tu en as mis en place en Pays de Loire. Bon, on peut mettre des articles 51. Ces articles 51, simplement, c'est long, c'est un peu compliqué. Alors, on a réformé un peu les choses pour aller plus vite, mais déjà, ça, on peut l'utiliser. Dans la loi santé qui est en discussion au Parlement, on a aussi les pratiques avancées. Hein, on a aussi un article sur les pratiques avancées. Avec Laurent, excuse-moi, je me suis trompé de prénom. Je suis désolée, nous avons mis en place des orientations DPC communes
pour l'année prochaine. Donc, on a le pouvoir aujourd'hui de faire avancer les choses. Bien sûr, on va être limité dans le temps, donc je vous coupe un petit peu la parole. Je suis parce désolée. qu'on a une réunion. Monsieur Duange, j'aimerais juste vous poser une question là, suite à cette proposition de l'EGAS d'expérimentation. Est-ce que finalement, c'est pas un premier pas fait vers l'optométrie, sans parler de reconnaissance? Il est bien évident qu'il est noté dans le rapport Voynet qu'il va falloir aller plus loin pour solutionner les problèmes d'accès aux soins. La délégation, le travail aidé est un point utile et nécessaire, mais qui ne sera pas suffisant pour résoudre les problèmes d'accès aux soins. Pour l'heure, je note malgré tout que le SNOF ne fait pas de pas dans cette direction-là pour essayer d'accompagner et de travailler, quitte à le faire à moyen long terme. Quelque chose, bien sûr, que je regrette. Nous continuons à le porter. Nous pensons qu'une profession intermédiaire va être nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire qui ne peut pas être faite pour le moment avec un niveau licence. Le rapport de l'IGAS note d'ailleurs, je cite, « Il n'est pas acceptable que des centaines de jeunes formés soient voués à l'expatriation ou à des subterfuges variés permettant leur exercice sous des montages divers. » C'est qu'il va falloir engager d'autres chantiers et aller plus loin. Bien évidemment, l'intégration des optométristes est un point qui est indispensable, que nous portons depuis de nombreuses années et sur lequel nous travaillons de manière tant bien que mal et assez régulière avec Jean-Bernard. Mais ça reste compliqué. Il est à noter aussi qu'il y a un certain nombre d'optométristes, car le nom n'est jamais prononcé malgré tout, exercent en cabinet d'ophtalmologie, sans cadre, on va dire encore une fois, légal ou réglementaire adapté, posant un certain nombre de problématiques, tant pour les employeurs que pour les employés, et l'accès aux soins, au final, pour les patients qui en souffrent. Donc on l'aura compris, vous échangez beaucoup entre vous, notamment aussi sur Twitter. Je suis beaucoup vos discussions qui sont parfois assez houleuses. Docteur Rottier, quels seront les prochains chantiers à entamer pour le SNOF et comment tout ça va s'organiser? Je conclue comme ça. Les prochains, nous, ce qu'on veut, c'est l'accès aux soins. Ça, c'est notre obnubilation depuis plusieurs années. Donc, le développement du travail aidé, ce qui veut dire aussi peut-être un débouché pour les optométristes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'aura pas assez d'orthoptistes pour venir dans nos cabinets. Il y a probablement des possibilités de faire des passerelles pour les optométristes. En revanche, j'en profite pour le dire, c'est très difficile d'envisager une profession intermédiaire aujourd'hui qui serait en accès direct, qui s'interposerait entre le patient et l'ophtalmo. C'est pratiquement impossible à proposer aux ophtalmos aujourd'hui qui sont des libéraux et qui sont en accès direct. Donc de leur dire d'être en accès secondaire, ça paraît tout à fait suicidaire de la part du SNOF. Mais donc on va conclure sur une note très positive. Ce rapport Voynet est un point de départ. On a beaucoup de choses à faire. Je dirais que 80% du dossier concerne malgré tout la réorganisation du travail ophtalmo et les 20% restants, en ce qui nous concerne nos relations avec nos partenaires traditionnels et nous souhaitons bien sûr qu'ils progressent en qualité, en formation, comme nous d'ailleurs on va le faire aussi, et j'aborde les discussions futures avec beaucoup d'optimisme. Très bien, merci. Donc, restons attentifs à ce chantier qui s'ouvre et aux négociations qui vont avoir lieu. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce plateau qui a duré un certain temps. Nous sommes obligés de nous quitter. À très vite sur Acuité TV.